Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition de Géopolitique internationale sur Afrique Média, la télévision panafricaine. Voici ce qui nous attend comme sujet. Nous parlerons tout d'abord de ces tirs groupés, des tirs groupés contre les dirigeants maliens, centrafricains, éthiopiens et algériens, avec ces médias occidentaux qui s'adonnent à cœur joie. Et comme s'il se passe le mot à chaque fois, tous ces médias se déchaînent régulièrement sur ces pays où les dirigeants réclament leur souveraineté tout en dénonçant les manœuvres de l'Occident visant à les déstabiliser. On se souvient toujours de ces échanges inamicaux entre les autorités de la transition au Mali et le président français Emmanuel Macron, qui avait qualifié de honte le fait que les autorités maliennes aient dénoncé devant la tribune des Nations Unies en septembre dernier l'abandon du Mali par la France alors que le pays est confronté à des menaces djihadistes. En RCA, la France n'a plus droit au chapitre, à part quelques yeux doux de certains collaborateurs du président Faustin Archange Touadéra à l'Occident. Le climat reste très tendu entre l'Élysée et Bangui. Dans le cadre de cette production, donc, nous essayerons de comprendre avec nos spécialistes de la géopolitique internationale la position des médias occidentaux qui semblent être les moyens de pression sur les dirigeants centrafricains, éthiopiens, maliens et algériens, pour ne citer que ceux-là. On parlera également des Pandora Papers. On s'interroge, complot international ou alors une réalité. En tout cas, les Pandora Papers, c'est donc 120 millions de documents épluchés par un consortium international de journalistes. Ces précieux documents sur le paradis fiscal donc révèlent des fortunes secrètes de plusieurs dictateurs, entre guillemets, oligarques, trafiquants de drogue, escrocs, etc. Et bien sûr, ces derniers peuvent y cacher leur argent à l'examen public, naturellement, aux créanciers et à la loi, tout en évitant de payer les impôts. En d'autres termes, ils cachent des fortunes dans des instruments financiers opaques et compliqués dans d'autres pays. Voilà donc ce à quoi nous allons nous atteler tout au cours de cette édition du Géopolitique international. Et pour en parler, donc, une équipe bien au complet avec notre géopoliticien attitré Luc Michel depuis Bruxelles. Luc Michel, bonjour. À vous, Bachir, et bonjour à mes collègues. Et bien sûr, avec nous sur nos différents plateaux, Mourad El Hattab, que je reçois pour la première fois. Bonjour Mourad. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes géopolitologue et conseiller en investissement stratégique, c'est bien ça? Tout à fait, je vous remercie. Merci d'être avec nous, cher Mourad. Gamal Abina, un habitué de nos plateaux. Bonjour Gamal. Bonjour. Alors, spécialiste du Maghreb, et bien sûr, nous espérons avoir beaucoup, mais alors apprendre beaucoup de vous ce matin. Et pour refermer notre plateau, c'est avec Tariq Mami. Tariq Mami, bonjour. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Dominical. Voilà, alors directeur de Radio France Maghreb 2, merci d'être avec nous. Pourquoi ne pas commencer par vous, puisque nous parlons de ces médias, ces tirs groupés que nous observons en tout cas contre un certain nombre de pays à velléité indépendantiste. Comment vous appréciez tout cela? Alors, pour commencer, en fait, disons qu'en politique, il y a toujours le rapport de force. Je commence par saluer mon ami Luc Michel à Bruxelles pour lui dire la phrase fameuse qui reste quand même d'actualité, celle de Général de Gaulle: les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Hier, les intérêts entre tous ces pays étaient convergents avec une spécificité claire, nette et précise, une domination française et occidentale sur ce pays. Et aujourd'hui, ces intérêts sont en train de distendre parce que quelques chefs d'État d'Africains sont en train de réfléchir pour pour rebattre les cartes et pour revoir leurs propres intérêts qui aujourd'hui peuvent diverger de plus en plus par rapport à ceux de la France et de l'Occident. Et la France et l'Occident n'acceptent pas cette remise en cause. Pour faire une image d'enfant de parents, c'est le garçon qui arrive à 17 ans, qui demande à avoir des choses face à son papa, et son papa n'a pas l'habitude, ne veut pas le lâcher. J'utilise cette image à dessein exprès pour dire qu'on est dans cette phase de remise en cause d'une domination qui était acceptable jusque-là et qui ne l'est plus. Donc, les médias étant dans tous les pays, y compris en Occident, le bras droit des pouvoirs en place, il tire à boulet rouge sur certains pays. Et vous remarquerez, j'en terminerai là,
que ceux qui tirent contre le Mali ne sont pas les mêmes qui tirent contre l'Éthiopie. Mais par contre, vous avez par exemple un front de ceux qui tirent ensemble contre le Mali et contre l'Algérie. Alors, mais Tariq Mami, justement pour rester un tout petit peu avec vous, pourquoi l'Occident accepte mal cette remise en question? Parce que on passe de la phase de domination totale à la phase peut-être de la domination partielle pour probablement arriver à la phase de partage, voire de plus d'intérêt pour les pays africains. Donc on passe de je te domine à la phase on partage et on devient gagnant-gagnant. Et c'est normal que celui qui est le monopole, c'est humain, j'allais dire, et c'est d'empêcher les pays et les empires, c'est humain quand on a le monopole de la décision, de l'avoir contestée par quelqu'un d'autre qui vous dit non, cette décision n'est pas bonne. Donc on la remet en cause, on la discute et surtout, j'ose vous proposer une contrepartie. Et si on n'est pas d'accord, je vais chercher quelqu'un d'autre avec lequel je vais mettre en place mon idée. Donc c'est une phase de contestation d'un âge passé, mais il faut du temps pour que ces pays, dans leur tête à eux, il ne faut pas du temps pour les Africains, il faut du temps pour la France et les Occidentaux, pour qu'ils finissent par admettre qu'ils ne sont plus les maîtres du monde, ils ne sont plus les maîtres de l'Afrique, ils sont aujourd'hui des partenaires, et leurs partenaires africains ont le droit, et je répète, ont le droit de choisir leurs différents partenaires, y compris en lâchant sur certains dossiers ou sur certaines choses, donc la France et l'Occident, et on ne peut plus venir leur dire voilà comment il faut faire. Ça me rappelle un peu le fameux 11 accords que nous avons tous vu circuler sur WhatsApp, les accords entre la France et l'Afrique, qui obligent l'Afrique à faire 1, 2, 3, jusqu'à 11, et c'est lui qui est toujours à contre-temps aujourd'hui. Par exemple, le fameux franc CFA, un pays se reconnaît par 3 choses, la liberté de sa politique étrangère, la liberté de sa monnaie, la liberté de sa souveraineté. Et ces 3 choses n'existaient pas à ce jour pour plusieurs pays d'Africains, sauf l'Algérie qui a essayé de la récupérer et qui les a récupérés depuis 62. Et aujourd'hui, j'allais dire, il manque à voir la relation tumultueuse et difficile et quelquefois conflictuelle avec l'Algérie pour comprendre que c'est le chemin normal. Et le chemin normal est de se battre et non pas d'accepter de se taire. Alors, Mourad El-Khattab, pour revenir à vous à présent, comment vous appréciez toute cette cabale médiatique contre des États africains qui veulent s'affranchir? Alors, d'abord, je vous remercie 1000 fois pour votre invitation et être invité d'invités aussi prestigieux me ravit. Le point commun de tout ça, et vous l'avez constaté, c'est qu'on s'en prend à l'ancienne zone d'influence française, comme l'a très bien rappelé notre ami Tariq Mami, et ça a toujours été la cible historique des déstabilisations anglo-américaines, j'ai presque envie de dire anglo-américano-israéliennes. Au niveau local, vous avez quoi? Vous avez en Afrique le Mali, le RSA, l'Algérie, Djibouti, et c'est précisément la France-Afrique qui est visée. Justement parce qu'elle est historiquement la rivale des anglo-américains, spécialement aujourd'hui en Guinée et au Congo-Brazzaville. L'Éthiopie est un cas spécial, car historiquement c'est un pays d'influence anglaise, mais avec un tropisme communiste à l'époque de Mengistu et aujourd'hui vers la Chine. Donc comme tous les pays dominés par les anglo-américains, elle aimerait en sortir, elle est en tout cas l'objet d'une lutte d'influence. Ça c'est le premier point, c'est que c'est un point commun. Après, il y a les causes principales. Je le dirais en ligne, parce que vous le développez largement à travers vos émissions, c'est l'histoire des matières premières stratégiques, et plus précisément l'histoire de la monopolisation des matières premières stratégiques. Le troisième point, cette monopolisation, elle se fait par qui? Vous avez 500 ans d'histoire du capitalisme pour monopoliser toutes les sources de richesse entre des mains privées. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des firmes multinationales, privées, plus puissantes que les États, qui sont chapeautées par des cartels bancaires. Concrètement, le sujet, et c'est la gravité de ce qui se passe, c'est donc le remplacement des États par des firmes multinationales, mais surtout par les banques. Et cette logique monopoliste des cartels privés surpuissants dans tous les domaines est une logique qu'il faut comprendre comme une conséquence. La conséquence de la confiscation aux États de toutes leurs sources de revenus. Et je comprends actuellement, vous en tant que journaliste, vous en tant que peuple africain et vos dirigeants, cette volonté à ne pas que les États se fassent confisquer toutes leurs sources de revenus, parce que là commence la véritable corruption. Elle n'est pas le fait de l'Afrique et des dirigeants africains, et encore moins de son peuple. C'est-à-dire que l'on reproche aujourd'hui aux chefs d'État africains
de l'ancienne France-Afrique, leur richesse et le développement de leur nation. Alors qu'en effet, s'ils étaient pauvres, ils seraient faciles à corrompre. Et là, c'est ce que je développerai tout à l'heure dans le sujet qui me concerne et pour lequel j'ai été invité, c'est-à-dire les biens mal acquis. Le but du sujet, c'est de rendre pauvres, donc dociles et corruptibles, les dirigeants africains, tout en ciblant les dirigeants africains les plus expérimentés, comme précisément le président Obiang, le président Sassou Nguesso et la famille Bongo. Voilà donc une très belle précision. En tout cas, je vous rassure qu'en seconde partie de notre émission, on vous déroulera le tapis rouge sur ce dossier spécifique. Merci en tout cas d'être avec nous, Ramorad El Khattab. Nous donnons la parole à présent à Gamal Abina. Gamal Abina, en tant qu'expert d'ailleurs, spécialiste du Maghreb, alors comment vous appréciez le rôle des médias dans cette bataille géopolitique qui voudrait assujettir davantage le continent africain? Alors, je vous remercie pour l'invitation. Pour commencer, comme l'a souligné Tarek Mami, effectivement, nous avons, lui-même étant chef de radio, il connaît la musique, les médias sont le pouvoir. C'est un pouvoir qui a été capable de bousculer les États-Unis à une époque de l'affaire du Watergate, effectivement. Mais ça fait bien longtemps que ces médias maintenant sont aux ordres non seulement du politique, mais surtout sont aux ordres de firmes privées. Et j'apprécie beaucoup l'intervention qui vient d'être faite parce qu'on remet au centre du débat le rapport géopolitique et géoéconomique. Comme je le répète tout le temps et je le répéterai systématiquement, on ne fait pas la guerre pour autre chose que pour l'argent. Ces États-là font la guerre ou déstabilisent les États nouvellement dépendants pour des questions économiques essentiellement. Je vais rappeler très rapidement. La décolonisation d'Afrique du Nord a commencé par la guerre d'Algérie, évidemment, qui était précédée d'ailleurs par la guerre du Rif. Là aussi, il y avait un sous-jacent économique. Il y avait des matières premières à récupérer des Espagnols dans le nord du Maroc. Mais pour l'Algérie, quand la guerre démarre, c'est une guerre de contrôle total de l'Afrique par un territoire important qui est le pilier de l'Afrique du Nord, qui est l'Algérie, qui regorge de richesses au départ, surtout des richesses agricoles, des minerais de fer et autres richesses basiques. Puis après, le pétrole est découvert en 60. Entre-temps, deux pays sont libérés pour augmenter la pression sur l'Algérie, que sont le Maroc et la Tunisie en 56. Donc ces deux pays ont un faux semblant, enfin un semblant d'indépendance, n'auront pas le même sort funeste des pays d'Afrique subsaharienne contrôlés par la France. Ils ont donc le droit de faire leur monnaie, effectivement, et ont une certaine autonomie économique, très très légère pour tout dire, mais tout de même, on a un sentiment d'une certaine indépendance, au moins sur la question de la monnaie. Et les pays d'Afrique subsaharienne, donc d'Afrique du centre et de l'Ouest, eux, par contre, sont contrôlés par la monnaie et sont contrôlés par ce qu'on appelle un néocolonialisme qui avait été organisé par De Gaulle en 60. Donc, il fait une déclaration générale d'indépendance en plaçant très souvent des caporaux, des gens très peu formés intellectuellement et qui n'ont pas l'esprit d'indépendance du tout puisqu'ils sont les monsieur 10% qui touchent leurs 10% de corruption qu'on connaît habituellement. Donc, effectivement, si aujourd'hui il y a une sorte de levée de bouclier de l'Occident et particulièrement du monde francophone, puisque c'est les Français et les Belges qui sont les plus inquiétés, particulièrement je des Français, évidemment, on les voit bien, ils sont au premier abord, ils vont toujours nous servir la même sérénade de dire que un pays nouvellement qui a retrouvé une forme de dignité avec des dirigeants qui ne sont pas choisis par eux, devient une dictature, devient un pays qui prive de liberté de la parole, qui sera un peu plus radical ou totalitaire. On a toutes sortes de qualificatifs pour disqualifier la personne qui arrive au pouvoir, parce que cette personne précisément ne répond plus au principe de corruption généralisée que la France attend de ces monsieur 10%. Donc, eux, en général, quand ils sont sous contrôle, prennent 10% et puis l'argent va finir en Suisse, comme toujours, on ne le retrouve jamais une fois que le dirigeant meurt. Mais le contrôle des richesses, lui, continue. Ce qui explique d'ailleurs très bien pourquoi les Africains, en général, n'ont pas pu développer leur pays. C'est parce que l'objectif de la France et des pays, je parle de la France, mais le monde anglo-saxon participe du même principe, ça n'est pas que ces pays se développent et soient autonomes et deviennent des concurrents sur le plan industriel, par exemple. C'est que ces pays continuent à produire de la matière première non transformée, qui permet de revendre des produits après manufacturés en Occident et qu'on revend au prix de l'or à l'Afrique. Je vais parler une fois de la dégradation des termes de l'échange, c'est que vous vendez un produit pas cher, pétrole par exemple, gaz, fer, uranium, et ils vous le revendent au prix de l'or une fois qu'ils l'ont transformé. Donc effectivement, il ne faut jamais perdre de vue deux choses. Si la propagande du quatrième pouvoir aujourd'hui aux ordres des dirigeants, avec la privatisation, c'est vrai, de la plupart des firmes qui sont très importantes et qui ont maintenant quasiment le monopole sur les dirigeants, si cette propagande démarre, ce n'est pas parce que des vertus de démocrates, ça n'est pas vrai, hein. La démocratie en Chine n'existe pas, ça en pose moins de problèmes. Non, la question qui se pose aujourd'hui, c'est ils le font parce qu'ils se sentent en danger, parce que la concurrence commence à émerger d'autres partenaires qu'on appelle les BRICS, donc la Chine, Inde, Iran, Turquie, qui s'installent au fur et à mesure en Afrique et qui proposent une alternative à cette domination économique. Et
qu'il voit bien qu'il perd des parts de marché. Parce que là, encore une fois, tout est une question d'économie. Donc, effectivement, si la propagande a démarré, c'est parce que la privatisation, il y a beaucoup d'ailleurs, dans tous ces organes de presse, sont tous tenus maintenant quasiment tous tenus par des zones d'affaires. Ces mêmes zones d'affaires qui évoluent en Afrique. On prend la question de Bolloré, par exemple, qui tient la presse écrite et qui tient une partie de la télévision privée. Bolloré a des contrôles de port en Afrique et est en difficulté actuellement, mais il n'en demeure pas moins qu'il défendait ses intérêts par ses organes de presse. Eh bien, cette presse aux ordres, maintenant, réagit de façon convulsive parce que, précisément, elle a le sentiment que l'Afrique a pris une direction différente de ce qu'elle subissait jusqu'à présent. C'est pour la raison pour laquelle je dirais ce quatrième pouvoir maintenant n'est plus vraiment une presse objective, mais plutôt une presse de propagande en faveur de ces firmes privées. Très bien. Alors, voilà donc qui est dit Gamal Abina. Luc Michel, alors je vais m'adresser à vous à présent. D'un point de vue géopolitique, comment comprendre justement la position de ces médias occidentaux qui semblent être les moyens de pression sur les dirigeants des pays précités? Contrairement à mon ami Gamal Abina, je ne pense pas que la presse est un quatrième pouvoir. Au contraire, ce sont les domestiques du système. Mais je vais commencer par répondre à Tariq Mami, parce que j'entends jusqu'à l'écœurement citer la phrase que les peuples n'ont pas d'amis mais des intérêts. Elle n'est pas d'ailleurs du général de Gaulle, elle est du XVIIIe siècle du cardinal de Richelieu, qui est le fondateur de l'État moderne français et l'inspirateur de la politique américaine moderne avec Kissinger et Brzezinski. Mais Lénine lui a répondu en 1904. Il a dit dans l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, que les peuples n'ont pas d'amis mais n'ont que des intérêts, que les États, excusez-moi, n'ont pas d'amis mais des intérêts, mais que par contre les peuples, eux, ils peuvent partager un destin commun. La géopolitique, elle nous apprend que si les peuples, les États n'ont pas d'amis, ils ont des ennemis historiques. L'ennemi historique de l'Afrique, c'est le capitalisme occidental. Le capitalisme occidental, il émerge au XVIe siècle, il se constitue sur la destruction des États africains. La première vague, c'est l'esclavagisme. La seconde vague, c'est le néocolonialisme. Il y a eu une thèse l'année passée au Maroc qui est éclairante. L'auteur démontre que le néocolonialisme, c'est l'héritier direct de l'esclavagisme. Lorsque l'esclavage n'est plus possible pour des raisons philosophiques, on passe à une source de revenus gratuits pour le capitalisme occidental, c'est le colonialisme. On nous raconte dans les livres d'histoire que l'accumulation primitive du capital, comme disait Marx, elle est venue dans le monde anglo-saxon des filatures, des métiers à tisser, etc. C'est totalement une imposture historique. Qu'est-ce qui a permis justement le développement de ces filatures, etc. C'est l'esclavage. Ce sont les champs de coton du sud des États-Unis où on ne payait pas la main-d'œuvre. En 2006, les Américains décident de passer à une recolonisation directe de l'Afrique. Ça va être les printemps arabes, printemps africains, nouvelle politique de Trump, et maintenant le super printemps africain de Joe Biden et de Kamala Harris. Mais après une phase initiale qui va marcher, déjà le printemps arabe, c'est un échec. À part en Libye, c'est un échec en Algérie, c'est un échec en Syrie, c'est un échec au Yémen. Des guerres se développent, elles coûtent très cher aux Occidentaux et à leurs alliés, et on décide à ce moment-là de passer d'une phase purement civile, qui sont les révolutions de couleur, qui existent depuis une vingtaine d'années, on passe à la transformation de ces révolutions de couleur en guerre d'agression étrangère ou en guerre civile. Il y a à ce moment-là un certain nombre d'armées africaines qui empêchent cela. Et le système occidental, avec l'aide d'une presse aux ordres et d'un appareil qui a été créé dans les années Reagan, ce sont les vitrines légales de la CIA, ce sont les organismes de George Soros, ce sont les fausses ONG. On décide à ce moment-là de déstabiliser et de désarmer moralement les armées africaines. On va commencer au Cameroun d'ailleurs dès 2015. On en a souvent débattu. Les maîtres d'œuvre, c'est Human Rights Watch, Amnesty International et compagnie, l'International Crisis Group, qui est dirigé par le fils de George Soros, Alexander Soros à Bruxelles.
Et aujourd'hui, les armées principales qui sont agressées, ce sont, vous le constatez, tous des pays qui regardent vers la Russie. C'est l'Algérie, qui est le principal allié de la Russie en Méditerranée occidentale. C'est le Mali et la Centrafrique qui cherchent l'alliance de la Russie pour recouvrer leur souveraineté nationale. C'est le général Abiy Ahmed en Éthiopie qui s'est détourné de l'Occident, qui a fait une révolution géopolitique dans toute la côte de l'Afrique vers la Russie et la Chine. C'est un certain nombre d'armées secondaires. Si par exemple la révolution de couleur en 2015, moi j'ai participé à la défense du Burundi, n'a pas marché, c'est grâce à l'armée, au service de sécurité burundais. La même chose s'est passée évidemment avec l'armée de Kabila. Il y a eu le cas dans beaucoup d'autres pays. Aujourd'hui, le principal obstacle au colonialisme occidental, ce sont ces armées africaines résilientes. Il faut donc les démolir, il faut les détruire. Il faut également déstabiliser les présidents et les élites qui se détournent de l'Occident. C'est le lien, notre second sujet de débat, c'est les soi-disant Panama Papers, Wikileaks, LuxLeaks et Pandora, dont je peux déjà vous dire qu'il s'agit d'un complot occidental. Très bien. Voilà donc qui est dit. Merci Luc Michel pour ce jet. Et on retourne avec justement Tariq Mani. Tariq Mani, alors beaucoup de choses ont été dites. Certainement une réaction à ce qu'a dit Luc Michel ou alors vous êtes totalement d'accord? Alors moi, je n'ai pas pour habitude de réagir à ce qui a été dit, mais je viens en général compléter et réagir si c'est un contresens. Non. La phrase de pays que les États n'ont que des intérêts, on peut la faire remonter à Jésus-Christ si vous voulez, ça ne change rien. C'est-à-dire, les États n'ont que des intérêts. Le plus important, c'est le message qui s'y dégage. Non, c'est le message, Voilà. quelle que soit la personne. Deuxième chose, j'allais dire, à quelques exceptions près dans l'histoire de l'humanité où les peuples ont pu bousculer les États pour obtenir donc leur liberté, la souveraineté, et avec une première pensée donc contre l'esclavagisme à Haïti et dans la zone contre la France, en dehors des révolutions. Alors, certaines spontanées, certaines construites pour les indépendances de l'Afrique en ce qui nous concerne. En général, ce sont les États qui imposent à leur peuple une espèce de dictature, puisque en Occident et avec la démocratie, le principe c'est on fait une élection, on gagne l'élection, une fois qu'on a gagné l'élection, on reste 5 ans à décider en politique étrangère et donc à choisir les amis de notre État et non pas les amis de notre peuple. Et en France, nous sommes super bien placés pour savoir que quand on fait un référendum et qu'on rejette le traité un traité, donc c'était en 2005, il y a le président suivant qui est M. Sarkozy qui le fait ratifier par l'Assemblée. Donc les peuples sont à des très rares moments de l'histoire les moteurs de l'histoire. Et en général, ils subissent la domination de leur peuple. Par contre, bien sûr, je partage le reste de l'analyse de notre ami Luc, et surtout celle de M. El-Hattab et M. Abina, qui insistent sur la dimension réelle. On disait avant que la guerre était la continuation de la politique par d'autres moyens et par la force. On peut inverser aujourd'hui qu'en fait, la guerre, on l'utilise comme bâton pour faire peur, mais l'aspect politique et l'objectif politique de l'État dominant, aujourd'hui l'Occident, hier l'Occident, aujourd'hui l'Amérique, demain la Russie, dans 15 siècles la Chine, parce que je reviendrai tout à l'heure sur une période qui m'intéresse, il y a une analyse historique qui m'intéresse, celle de la théorie des cycles. Aujourd'hui, le cycle occidental, en tout cas l'européen, il s'est plus ou moins clos en 1956 avec la bataille, avec l'invasion de Suez. La domination américaine est en fin de parcours. Et d'ailleurs, Brzezinski, qui a été cité tout à l'heure par notre ami Luc, lui-même le reconnaît. J'ai lu, moi, son dernier texte 15 jours avant sa mort, et il disait déjà que l'Amérique n'a jamais été un empire et ne sera jamais un empire. Et donc, sur le fond, on est tous d'accord, mais nous avons des lectures différentes sur l'utilisation de nos termes, de nos références, pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un tournant historique
où les dominés d'hier, j'allais dire les damnés d'hier, excusez l'expression et les jeux de mots, ne le sont plus aujourd'hui, et qu'aujourd'hui, chaque peuple, en tout cas chaque État, veut construire ses propres intérêts, et on considère donc pour les pays qui ont l'uranium et pour les pays qui ont le gaz et pour les pays qui ont le pétrole, qu'il leur revient à eux d'en décider sur le coût, sur la façon de le vendre et à qui le vendre. Voilà donc qui est précisé. Mais je voudrais un tout petit peu, étant donné que vous êtes dans le domaine des médias, Tariq Mami, est-ce le rôle justement de ces médias de s'acharner contre des dirigeants qui ne demandent qu'un tout petit peu de respect de la part des dirigeants occidentaux? Alors là, je rejoins la position de M. Abina. Moi, je suis directeur de radio. Oui. En France, nous avons 950 radios. Sur les 950 radios, on ne va pas faire des pourcentages. Mais l'immense majorité des radios et des télés appartiennent à des hommes d'affaires pour qui la radio sert ou la télé sert à faire de l'audience, de faire de la recette publicitaire. Et comme elles appartiennent, par exemple, à M. Bolloré, M. Abina l'a dit tout à l'heure, la principale chaîne regardée aujourd'hui par les Français en termes politiques, c'est CNews. M. Bolloré utilise cette chaîne à la fois pour la recette publicitaire, pour abrutir les Français et pour servir ses propres intérêts en France et en Afrique. Et donc, par contre, il reste une minorité de journaux, de médias, qui se battent pour que la radio ou la télé ou le journal soit l'expression de ses rédacteurs et d'une vision du monde. En France, j'ai pour habitude de dire, cher Luc, vous êtes à Bruxelles, donc vous avez tout ça sous la main, qu'il nous reste en gros 2 journaux écrits indépendants, vraiment indépendants. Le mercredi, le Canard enchaîné, je peux vous dire que moi je vois les gens acheter le Canard enchaîné le mercredi alors que je ne les vois pas acheter les autres journaux pendant la semaine. Et le deuxième, heureusement ou malheureusement, ça reste le journal La Croix, qui est un journal chrétien catholique qui défend la vision du monde selon le Christ, mais qui reste un peu, j'allais dire, dans la distance par rapport à ces deux sujets. Et donc aujourd'hui, nous avons en France, spécialement, je ne connais pas la situation en Belgique, Luc parlera de ça mieux que moi, en France, nous avons un problème d'indépendance réelle des rédactions des journaux par rapport à leurs propriétaires. Et c'est ça qui fait que quand le propriétaire, en accointance avec le dirigeant politique, dit on y va, on attaque l'Algérie, je peux vous dire qu'on a vu des absurdités sur l'Algérie pendant la fin du Hirak et pendant l'élection du président Tebboune. Et on se demandait si l'Algérie décrite dans la presse française était l'Algérie que nous avons visitée et que les Algériens viennent vivre. Sur ce point-là, par exemple, l'Algérie a pris des décisions fortes, y compris en arrêtant l'émission des journalistes de France 24, qui est la télévision de l'État français. Et donc, il y a une vraie bataille entre les États de l'Afrique, en tout cas, et la presse française, et à l'intérieur de la France, pareillement. Je peux vous un mot sur la Tunisie. La Tunisie a souffert depuis 2011 par la présence continue de partis Nahda qu'on appelle dans le monde arabe les frères musulmans, économiquement, politiquement, et ont perdu 2 leaders de gauche ou de centre-gauche qui ont été assassinés, et c'est la première fois dans l'histoire de la Tunisie. Et on n'a pas vu cette presse occidentale et française s'acharner contre la situation en Tunisie. Et puis il y a le président actuel qui prend des décisions dites exceptionnelles, on peut être pour, on peut être contre, et tout d'un coup, tout le monde en France commence à se parler comme s'il y avait la naissance d'un nouveau dictateur à 66 ans. Et donc, les médias aujourd'hui répondent clairement, en tout cas les médias français que je connais très bien, moi les Belges et les autres, les médias français répondent très exactement aux demandes et aux intérêts des dirigeants politiques parce qu'il n'y a pas d'indépendance. Dernier exemple, M. Drahi a la téléphonie, c'est-à-dire les tuyaux, et la télévision BFM et d'autres, donc il met ce qu'il veut dans ces tuyaux, sans contrôle. La deuxième, vous avez Lagardère, ils vont les avions, les armes et l'aéroplan, acheté aujourd'hui par M. Bolloré. Le troisième, le Figaro, ils vont les avions Rafale et il a des journaux. Donc il y a une collision entre, et le dernier, M. Bouygues, c'est lui qui construit tout en France et à l'étranger au nom de la France, et les propriétaires de la première télévision française, TF1. Donc, à chaque fois, vous avez des liens, comme dirait M. Al-Hattab, capitalistiques de fait, même si ce n'est pas de droit,
entre le propriétaire des journaux et les intérêts du pays. Et donc, c'est cette situation qui est très malsaine aujourd'hui en France. Et nous, à France Maghreb 2, avec tous nos amis, nous avons mis en place une émission qui s'appelle Le Grand Forum, le LGF, tous les jours de lundi au vendredi de 16h à 18h, pour débattre comme nous le faisons sur votre chaîne, en toute indépendance, parce que notre radio, petite ou grande, ne dépend pas en termes de capital de financiers qui vont nous dire voilà la bonne ligne pour l'Algérie, voilà la ligne contre l'Algérie. Et le débat, vraiment, il faudrait peut-être un jour que vous fassiez, cher ami Jérôme et toute l'équipe, un spécial, la situation des médias en Occident, les médias en Occident, donc en France, en Belgique et ailleurs. En tout cas, on le fera naturellement. Je termine là, qui donnent des leçons à tout le monde, oui. Quel est leur propre statut. Très bien. Merci à vous, Tariq Mami. Mourad El-Khattab, je me retourne vers vous. Alors, comment vous expliquez cette capacité, quand même, qu'ont les médias occidentaux à endoctriner nos propres concitoyens qui avalent très facilement tout ce qui vient de l'extérieur et qui sont très souvent utilisés ou mis à contribution pour servir les intérêts des Occidentaux? Moi, je ne suis pas un homme de médias, mais je sais juste une chose, car on me réfère régulièrement au droit. Et notre... c'est pas un spécialiste, Tariq Mami, c'est un journaliste. Et il vient d'expliquer quelque chose de très important sur le fait qu'il a lui-même rapporté que 2 médias lui paraissaient indépendants. N'oubliez jamais une chose, que vous respectez vous-même aujourd'hui. C'est la charte de déontologie de Munich, ou la déclaration des devoirs et des droits des journalistes, qui fut signée le 24 novembre 1971 à Munich, justement, et adoptée par la Fédération européenne des journalistes. Mais cette référence européenne a été adoptée depuis par un grand nombre de médias internationaux. Bon. La vraie question, elle est très simple. C'est est-ce qu'à chaque fois qu'apparaître un traitement d'information, est-ce qu'elle répond à cette charte? Je vais vous répondre directement, non. Et pour ça, pas besoin d'avoir fait des grandes études, on voit très bien qu'aujourd'hui c'est une ligne idéologique qui est adoptée par certains médias. Moi, je trouve quand même assez affligeant par rapport au pays que vous avez énoncé, que tout récemment, un président de la République, M. Emmanuel Macron, un ministre de l'Intérieur, M. Gérard Moussa Darmanin, ait pu dire que l'Algérie n'a jamais été un État-nation. Oui. Je ne sais pas si vous réalisez de la gravité du propos, mais que ça a pu être rapporté par des médias sans un rappel historique, un prisme de lecture géopolitique, dans le total respect de ce qu'est la nation algérienne. Bon. Tout ça parce qu'il court après un lièvre qui s'appelle Moïse Zemmour, qui est à l'origine issu d'une famille d'indigénistes israélites, c'est les termes exacts avant le décret Crémieux, et ce dernier est en train de réécrire l'histoire. Donc ce qui est quand même malheureux aujourd'hui, c'est que vous voyez, quand vous avez dit quelque chose de très juste, vous avez dit qu'ils sont suivis, mais c'est une caisse de résonance. Aujourd'hui, vous avez 2 méthodes qui ont été employées pendant très longtemps par les think tanks, les cercles de pensée, derrière lesquels les noms cités tout à l'heure, George Soros, Brzezinski. C'est 1, il faut tuer les messagers ou discréditer pour ne pas entendre le message. Et 2, c'est de répéter en boucle un mensonge. C'est vieux comme le monde, mais moi je suis aujourd'hui très heureux qu'il existe un média comme vous, qu'il existe un média comme France Maghreb 2, qui existe depuis assez longtemps, le Canard enchaîné. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une totale information, et c'est ce qui vous rend crédible. Ces gens disparaîtront avec le temps. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont pris une telle part en termes d'information que le président de la République, Emmanuel Macron lui-même, a été obligé de créer une commission dans laquelle la crédibilité des gens qui sont est tellement fiable qu'il y en a un qui vient de démissionner pour déclarer au final qui dira la vérité et qui ne la dira pas. Donc vous voyez, l'Afrique, mon Dieu merci, vous êtes 1000 fois en avance sur nous. J'espère qu'on rattrapera notre retard. Voilà, merci. Cher ami, juste vraiment 5 secondes. J'invite mes 3 camarades et les auditeurs à taper cdjm.org. cdjm.org et ils vont découvrir quelque chose d'extraordinaire. Très bien. J'ai participé à la création de cette organisation
qui regroupe donc des journalistes, des éditeurs et du public pour pouvoir donc être saisis par les citoyens français quand ils estiment qu'un article ne respecte pas la charte dont parlait notre ami donc El Mourad, Oui. et ce conseil CDJM prend et rend un avis, et aujourd'hui c'est un nouvel organisme de respect de la déontologie de la presse qui est en train de s'installer petitement mais sûrement en France. CDJM.org. En tout cas, c'est bien noté, Tariq, rassurez-vous. Gamal Abina, justement, c'est sur ce volet que je voulais que vous interveniez. Pourquoi les organes de régulation de ces médias dans ces pays restent généralement silencieux face au chantage très peu voilé des médias occidentaux? Gamal Abina. Déjà, pour répondre à ce que disait Luc Michel, je maintiens mon propos. C'est bien un quatrième pouvoir. Je n'ai pas dit qu'il était indépendant, bien au contraire. Je n'ai pas dit que c'était un contre-pouvoir, mais bien un quatrième pouvoir et un pouvoir de pression, non pas contre les États. Ça, c'est il y a très longtemps que le Watergate s'est passé. Maintenant, c'est une plaisanterie. Aujourd'hui, c'est un pouvoir de pression contre les États ennemis. Et effectivement, la propagande, il faut parler de discussion propagandaire. Là, on vient de faire référence à l'Algérie qui n'est pas un État. Bon, bah, c'est dit par qui? C'est dit par un juif honteux. Il caractérise parfaitement le processus du caractère honteux du juif qu'on a vu dans les années 30 en Allemagne. C'est une idéologie qui est connue. Juif qui a envie d'être plus français que le français parce qu'il sait qu'il est de toute façon un cœur de cible de l'extrême droite. Et quand effectivement ce pouvoir qu'on appelle, c'est un pouvoir réel, un vrai pouvoir et puissant, que sont les médias, fait de la propagande, mais de façon très subtile. C'est plus la grosse propagande à l'époque de la grosse Bertha, où on disait que les Allemands mangeaient leurs enfants. C'est fini ça. Maintenant, on est dans la propagande qui se veut humaniste, qui donne un volet démocratique, qui voudrait répandre les lumières, qui voudrait expliquer que les peuples sont maltraités par des dirigeants. On l'a vu avec l'affaire libyenne, Kadhafi qui aurait voulu massacrer son peuple, alors que pendant 40 ans, il les traitait comme des jeunes chérubins, des enfants chéris. La Libye était un pays qui était un paradis en Afrique, c'était un émirat, littéralement. Les Libyens bénéficient à plein régime de leur distribution de la rente pétrolière. Tout cela, on le présente comme un monstre qui est prêt à massacrer sa population. C'est une façon de donner le sentiment que d'un côté, il y a les gentils, on est dans un monde manichéen, dans un monde où il y a les gentils d'un côté, qui sont humanistes, qui ont les lumières, la démocratie, qui donnent du pouvoir au peuple, soi-disant, et de l'autre, d'affreux jojos, soit des islamistes avec le Coran à droite et la calache à gauche, et puis le couteau dans les dents bien serré pour égorger les femmes, ou des Africains complètement arriérés, incapables de se tenir, de se développer, parce que c'est toujours le thème du développement qui revient. Des Africains qui ne sont pas en mesure d'eux, qui sont de joyeux, des joueurs, quoi, des enfants éternels qui ne savent pas faire ils ne connaissent pas le chemin de la modernité, qui ne savent pas comment arriver à la modernité. Évidemment, cette presse vous dira jamais que les prédateurs économiques organisent la destruction de l'Afrique, organisent le fait que les Africains n'ont pas accès souvent à l'école ou même aux grandes écoles, que ces mêmes Africains sont achetés, le brain drain américain qui achète les meilleurs cerveaux africains pour empêcher précisément, encore une fois, une marge de développement. Donc effectivement, lorsque la presse s'exprime, elle s'exprime de façon violente contre des pays qui aujourd'hui commencent à avoir des velléités d'indépendance. Alors pourquoi aujourd'hui ces pays peuvent avoir une certaine forme de volonté d'indépendance? Depuis la chute du mur de Berlin de 89, le sentiment de l'espoir à l'Est a chuté avec ce mur. Et donc, l'Union soviétique va chuter en 92. Et ce qui se passe, c'est que ces pays africains se trouvent complètement démunis. Ils sont entre les mains du prédateur occidental qui va leur présenter la démocratie avec des belles phrases, des bonnes propagandes, des grandes conventions internationales. Enfin bref, tout ça, c'était de la plaisanterie. Et ils se sont rendus compte que le prédateur occidental, en l'occurrence emporté par les États-Unis, pouvait faire les guerres où il voulait. On l'a vu avec la Somalie, l'Irak, j'en passais des meilleurs, et la Libye. Donc, aujourd'hui, le monde est redevenu multipolaire. C'est-à-dire que le bloc de l'Est, qui n'est plus évidemment soviétique ou communiste, a repris des couleurs. Et a dit, il n'est pas question que la part du gâteau, puisque c'est un gâteau qui se partage dans l'Occident, soit prise par les Occidentaux de la façon dont ils le font, de la façon prédatrice. Et donc, aujourd'hui, il y a une multipolarisation non seulement des rapports de force militaires et économiques, mais aussi des rapports de force idéologiques. C'est-à-dire que les anciens colons ne peuvent pas faire la fête en Afrique et ne peuvent pas dire aux Africains « Regardez comment faire pour se développer, sachant que ça fait 60 ans qu'on vous laisse en bas ». Donc, les nouvelles forces qui sont intervenues posent problème à l'Occident. Et donc, l'Algérie, on prend l'exemple du Mali, on prend l'exemple de l'Éthiopie qui se sont rapprochés de la Chine, de la Russie, de la Turquie, de l'Iran. Ces pays-là sont devenus des pays qui sont une forme de protection indirecte des nations qui commencent à s'exprimer comme ces 4 pays que je viens de nommer. Et donc l'Occident en a pris conscience et leur presse évidemment va tirer à boulet rouge en disant que ce sont des monstres dictateurs qui ne respectent pas la liberté individuelle et tout le baratin, uniquement parce qu'ils perdent de pied dans ces pays et qu'ils savent que leur part de marché commence à se réduire. Donc c'est encore une fois la question de l'intérêt effectivement se pose en termes
géographique, en termes de prestige, de puissance économique, mais surtout en termes de part de marché. L'Afrique n'est plus le précaré de la France et de l'Angleterre. Elle peut commencer enfin à choisir les partenaires avec lesquels elle peut discuter. Et c'est ce qui fait qu'effectivement, la presse tire à boulet rouge. Il ne faut pas surtout croire que la presse est indépendante, elle ne l'est pas, ça on vient de le souligner, qu'elle soit d'ailleurs publique ou privée. La presse privée est beaucoup plus caricaturale, il faut monter l'extrême droite et vous raconter des histoires à dormir debout sur le terrorisme, je sais. Et la presse nationale, la presse tenue par les États, et effectivement répond à la voix de son maître. Je veux dire, les directeurs de chaînes sont nommés par le président qui arrive en règle générale, et ce directeur doit donner ce que le président dit comme information. S'il y a une difficulté par exemple en Afrique avec je sais pas, n'importe quel homme d'affaires, l'homme d'affaires français sera forcément la victime. Il ne sera pas le prédateur. Donc il ne faut jamais perdre de vue que l'Afrique aujourd'hui a décidé de prendre une nouvelle voie et que c'est le virage, on l'observe avec la question du Sahel. C'est vraiment un véritable point d'ancrage de ces questions-là, et avec les questions évidemment de la Corne de l'Afrique qui est devenue aussi stratégiquement très important. Et c'est pourquoi aujourd'hui la presse nous fait la propagande comme jamais, mais de façon très subtile. On n'est pas dans la propagande grossière. C'est beaucoup moins caricatural qu'à l'époque. C'est en cela que je vous dis, aujourd'hui, ils vont continuer leur propagande et ça ne va pas s'arrêter. Ne vous inquiétez pas pour ça, malheureusement. Très bien. Merci Gamal. Luc Michel, avec vous, on va refermer cette première thématique avec une question d'un de nos confrères de La Plume de l'Aigle, Didier Ndengue, pour ne pas le citer, directeur de publication. Alors voici ce qu'il vous pose comme question, Luc Michel. Les médias occidentaux sont-ils mandatés pour cette sale besogne en Afrique? Quel devrait être le comportement des dirigeants africains vis-à-vis de ceux qui peuvent être considérés aujourd'hui comme des haut-parleurs des pays occidentaux? Luc Michel. Je terminerai par vous répondre, mais avant, je vais répondre à Tarek et à Gamal. Tarek m'a demandé, moi j'ai presque un parcours politique, il y a 50 ans que je me bats l'année prochaine. Lorsque j'ai commencé mon parcours politique dans les années 70, en Belgique et en France, parce que je n'ai jamais fait de la politique belgo-belgicaine, j'ai toujours fait de la politique franco-belge, il y avait une série de petits journaux régionaux indépendants dans lesquels nous pouvions nous exprimer. Lorsque j'ai commencé mon parcours électoral en 1982, tous ces journaux avaient disparu. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Il reste, depuis cette époque-là, mais encore aujourd'hui, il reste la presse d'État et il reste les journaux dits indépendants qui sont tenus d'une part par la publicité, c'est-à-dire par les groupes financiers industriels, et de l'autre côté par les subventions d'État. Moi, je ne partage pas la vision de Gamal du quatrième pouvoir. Je partage la vision du théoricien marxiste des années 60, Nico Poulantzas. Nico Poulantzas, il a défini la notion d'appareil idéologique de l'État capitaliste bourgeois. Qu'est-ce que c'est les appareils idéologiques d'État? C'est l'armée, c'est la police, c'est la justice, c'est l'école, c'est-à-dire tout ce qui formate le citoyen. Et dans ces appareils idéologiques d'État, il y a la presse qui conditionne la société. C'est pour cela que vous ne sauriez pas avoir de presse indépendante. Aujourd'hui en Afrique, les appareils idéologiques de l'État capitaliste, ils tentent de formater, avec un certain succès, l'opinion publique africaine. Lorsque je vois, souvent malheureusement sur les plateaux d'Afrique Média, lorsque je vois des panélistes qui viennent défendre RFI, France 24 ou les ONG de Georges Soros, je me dis que c'est dramatique. Ça m'est encore arrivé dans l'île Rouge ce lundi, où j'ai clashé avec un journaliste camerounais sur la question justement du soi-disant groupe Wagner en Centrafrique. Voilà ce qu'il faut retenir de tout ça. Il n'y a rien à attendre de tous ces médias, et c'est pour ça qu'Afrique Média lui pose un problème. Vous savez qu'en 1995, c'était à la fin, j'ai arrêté les élections en 2000, mais j'ai eu comme champ du signe, j'ai eu des parlementaires dans un parlement régional en Belgique et dans plusieurs assemblées régionales. J'ai été à ce moment-là totalement interdit de télévision. En 20 ans d'élection, j'ai eu 2 minutes sur les médias d'État belgicain, 1 minute sur la télévision belge, 1 minute sur RTL. Eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a constaté? Nous étions totalement étouffés. Voilà la réalité de ce que représente là-bas. Même avoir des députés ne m'a servi à rien. Les gens ne savaient pas que nous existions. Aux dernières élections que j'ai faites, on a même truqué les journaux pour ne pas signaler que nous nous présentions
alors qu'on était présent au niveau national aux élections sénatoriales et européennes. Voilà ce qui se passe. Maintenant, je voudrais dire quelque chose. Je voudrais surtout répondre à Tarek Mami. Il a une vision de l'histoire et de la géopolitique qui est typiquement française. C'est une vision faite de cynisme et faite d'intérêt qu'on trouve déjà chez le cardinal de Richelieu. Moi, je suis léniniste, je ne partage pas cette vision. Je reconnais que l'histoire ou la géopolitique, ce n'est pas uniquement le choc des États, des peuples ou des empires. Je crois qu'il y a des communautés de destin. Ma thèse géopolitique, c'est ce que j'appelle l'axe Eurasie-Afrique. Je crois qu'il y a une communauté de destin qui est en train de se dessiner entre l'Eurasie en marche et la Panafrique en marche. Et je crois qu'au XXIe siècle, il y aura un super État des deux côtés de la Méditerranée. Il y aura un État euraso-africain que les géographes appellent déjà l'Eurafrique d'ailleurs. L'Eurafrique, c'était une réalité lorsqu'il y a eu la première globalisation entre le 8e et le 10e siècle. Eh bien, cette Eurafrique, je vois, les Américains la voient également comme ça, avec pour capitale Moscou. Moscou qui aujourd'hui porte la liberté des deux continents. Maintenant, la réponse à votre journaliste camerounais, évidemment, les appareils idéologiques d'États occidentaux, ils essayent de formater l'Afrique, ils essayent d'empêcher l'indépendance africaine parce qu'ils défendent justement les intérêts du système capitaliste occidental. N'écoutez pas les droits de l'homme, la démocratie, toutes ces sucreries empoisonnées pour les peuples du tiers-monde, mais que plus personne ne croit en Occident. Ce qui intéresse la civilisation capitaliste, c'est l'intérêt, c'est l'économie privée. Aujourd'hui, dans le lieu, ce qui sépare l'Iran, la Russie et la Chine du bloc capitaliste, c'est une notion économique. On nous dit jusqu'à l'écœurement que, par exemple, la Chine, c'est un capitalisme d'État, mais ce n'est pas le marché qui détermine un modèle économique. C'est qui le contrôle? En Occident, ce sont les banquiers et les industriels qui contrôlent les politiciens. À Moscou, à Pékin, à Téhéran, ce sont les hommes politiques qui contrôlent l'économie. C'est cela la différence. On appelait ça dans les années 1930 l'économie dirigée. C'est une notion auquel je crois. L'économie dirigée, c'est le principal adversaire aujourd'hui de l'économie capitaliste globalisée. Très bien. Merci à vous, Luc Michel, et à tous ces hommes, braves hommes qui nous accompagnent ce matin. Alors, on va prendre une courte transition, messieurs, et on revient pour que vous nous expliquiez ces Pandora Papers. Les Pandora Papers, c'est 120 millions de documents épluchés par un consortium international de journalistes. Et bien sûr, ces précieux documents sur les paradis fiscaux révèlent des fortunes secrètes de plusieurs hommes et femmes, oligarques, trafiquants de drogue, escrocs, etc. En tout cas, on en trouve dans toutes les couches de la société. Alors, la grande question pour nous, c'est de savoir, est-ce qu'on se retrouve là face à un complot international ou une sorte de réalité? Et Gamal Abina, on va commencer par vous. Complot et réalité. Le problème, c'est que les Pandora Papers font suite aux Panama Papers. Il est très difficile de dire si c'est réel ou si c'est un complot. Par contre, j'ai aucun doute sur le fait que des hommes importants, comme le roi Abdallah, par exemple, soient en mesure de cacher, comme ils le font très bien, parce que ce sont tous des gens qui détournent de l'argent, de cacher de l'argent alors que la population va très mal. Alors, est-ce que c'est acté? Est-ce que c'est vérifié? Est-ce que c'est paradis fiscaux? Parce que c'est ça dont il fait référence, comme le Delaware et d'autres qui sont dans la zone sud-américaine. Est-ce que ces paradis fiscaux abritent autant de fortune? C'est possible, ça n'est pas exclu. Est-ce que cette enquête donnera des suites favorables? On n'a aucune idée, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que Pandora, c'est fait référence à la boîte de Pandore, qui apporte autant de malheur. Il y a Pandora Papers, quand ça sort effectivement d'un consortium de 600 journalistes à travers le monde. Ils ont capté ces documents. La question qu'on doit se poser, c'est comment ils ont pu avoir accès à ces documents, pourquoi les mettre à jour aujourd'hui dans une période de crise très prononcée un peu partout dans le monde. Et surtout, c'est très surprenant de voir que ce genre de scandale
éclabousse comme ça la place publique internationale avec des Strauss-Kahn quand même qui sont dans le viseur, avec effectivement Abdallah, avec tout un tas de célébrités, Elton John, Shakira et j'en passe. Bref, tout un tas de personnes qui sont dénoncées par rapport à cette évasion fiscale, puisque c'est de ça dont il s'agit. Et qu'est-ce que ça a soulevé comme question? Aujourd'hui, l'Occident est en crise comme le reste du monde, d'ailleurs, mais particulièrement l'Occident. Il y a une crise de liquidité. On a du mal à lever l'impôt et on a beaucoup de mal à faire en sorte que ceux qui font ce qu'on appelle, alors c'est de la fiscalité rapide, mais de l'optimisation fiscale, donc faire en sorte de réduire au maximum sa pression fiscale en faisant de l'épargne ou en faisant des placements à l'étranger ou tout simplement en dissimulant de l'argent. Est-ce que oui ou non c'est vrai? Je ne saurais le dire, mais les médias relaient effectivement ce grand scandale qui vient d'arriver. Alors, ce qui est intéressant, par contre, si ce scandale est avéré, c'est qu'un homme, des hommes de gouvernement, chefs d'État et autres hommes dans le gouvernement qui est en charge, justement, de lutter contre l'évasion fiscale, sont mis à l'index aussi. On parlerait de 11 milliards 300 millions de dollars qui auraient été épargnés, placés ou simplement qui se seraient évadés. La question qui doit se poser aujourd'hui, c'est le timing, pourquoi ça tombe à ce moment-là, qui s'intéresse de connaître ce type de problématique, et peut-être simplement pourquoi est-ce que les États en parlent maintenant. Ça a peut-être un intérêt fiscalement parlant, parce qu'il y a une crise économique prononcée, que les États ont besoin d'argent. Donc c'est peut-être ça qu'on doit relever. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Mais si c'est acté, et ce ne serait pas une surprise, à ce moment-là, à qui ça profite, tout simplement? Alors justement, à qui ça profite? C'est une question que l'on se pose. Peut-être aurons-nous la réponse avec notre cher Tarek Mami. Tarek Mami, toutes ces révélations, à qui ça profite justement? Alors, sincèrement, je vais dire comme Gamal, je ne sais pas à qui. Ce que je sais, c'est que je présuppose qu'il y a des batailles entre capitalistes et entre intérêts. Et j'allais dire, si je devais faire la comparaison, c'est comme la bataille qui se passe aujourd'hui entre la France et l'Afrique, l'Occident et l'Afrique. Chacun continue à chercher sa part de bénéfices cachés. Et j'allais dire, un pays ou un roi qui a été cité par M. Abina comme le roi de Jordanie, qu'a-t-il à cacher pour aller mettre cet argent alors que chez lui, il fait ce qu'il veut? C'est un pouvoir absolu. Personne ne le contrôle, qu'il ait 1 milliard ou 700 milliards, personne ne peut rien lui rapprocher. Donc on se pose effectivement la question. La question, à mon sens, doit être celle de bataille, de part de marché, de bénéfices cachés. Et ce qui est dramatique, au-delà de tout ça, c'est que vous avez parlé tout à l'heure de régulation. Alors, il faut dire une chose, il n'y a pas pour la presse française, il n'y a pas de régulation pour la presse française. La seule régulation qu'il y a pour la presse française, c'est pour les radios et les télés. Pour le reste, il n'y en a pas. Et donc, aujourd'hui, tout cet argent qui sort, il n'y a pas de, j'allais dire, de régulation mondiale de cet argent, et on ne comprend pas pourquoi. Une dernière chose, ces papiers ne sortent pas pour le moment, et ça, c'est une salutation amicale à notre ami Luc, les milliardaires chinois et russes, mais il se trouve que, par exemple, quand il y a un début de preuve sur un milliardaire chinois, il est arrêté, il est exécuté, personne n'en parle. Et donc, peut-être aussi que la bataille entre l'Occident et les pays, ils ne sont pas émergents, les grandes puissances, c'est la transparence. En Occident, on peut reprocher beaucoup de choses aux dirigeants, mais de temps en temps, il y a ce genre d'enquête qui sortent une espèce de transparente existence, ce qu'on ne peut pas trouver ni en Russie aujourd'hui, ni en Chine. Voilà donc qui est dit. Alors, Morad El-Khattab, naturellement, tous ceux qui sont cités dans le cadre de. Dans cette affaire de Pandora Papers, ils les nient en bloc, hein, que ce soit le roi Abdallah ou que ce soit également le Premier ministre libanais, Najib Mikati, ou même des dirigeants africains cités dans cette affaire. Tous nient en bloc. Alors, d'où la question, mais quel est l'objectif recherché en dévoilant tous ces documents? D'abord, je vous renvoie à un article très pertinent qui était paru le 7 juin 2021, qui s'appelle Panama Papers, Navalny, affaire Fonbet, les intrigues financières multiformes et mensongères contre la Russie. Vous y trouverez énormément d'éléments clés. Après, il y a un article qui avait été publié par le réseau international le 20 mai 2021, qui s'appelait « Le château de Poutine de Navalny rappelle quelque chose, mais quoi ?» Alors, il y a un parallèle entre la récente manipulation propagandaire concernant le soi-disant château de Poutine, qui a été poussé par Navalny et ses donneurs d'ordre en début de l'année 2020, et l'affaire des documents panaméens, Panama Papers en 2016.
Tarek et notre ami Gamal ont subodoré quelque chose de très pertinent qui a effectivement eu lieu, j'emploierais le terme de mise en scène. La mise en scène de la soi-disant plus grande fuite avec laquelle les journalistes n'aient jamais travaillé, qui donne lieu un an plus tard, effectivement en avril 16, à des, je cite les termes, sensationnelles révélations. Et bizarrement, elles ont toutes été synchronisées dans les médias occidentaux. Tout ça a un point commun. Tout ça a un point commun. Vous avez la marque de fabrique classique des déstabilisations occidentales, subversives contre la Russie. Derrière, qui sont ensuite reprises en cœur par les médias dociles, mais ça, nos chers invités l'ont bien plus étayé et mieux que moi. Et donc, vous avez un activisme jouant sur la vulnérabilité fondamentale des systèmes démocratiques. Et donc, cette tentative grossière visant à faire apparaître Vladimir Poutine comme un mégalomane prévaricateur. D'ailleurs, en fait, cette grossière manipulation, la conclusion, c'est quoi de tout ça, quand on lisait entre les lignes? C'est que le président Poutine abriterait ses milliards dans un paradis fiscal qui serait contrôlé par les États-Unis. Mais attendez, il n'y a que les idiots qui peuvent gober ce genre de choses. Et c'est pourquoi je n'ai pas plus à en dire que Gamel et Tarek qui ont largement dit l'essentiel du propos concernant la question. Voilà donc, qui est très bien compris, Mourad El-Khattab, Luc Michel. Alors, justement, quand on essaye de comprendre tout cela, en tant qu'Africain, Luc Michel, pour vous qui avez beaucoup fréquenté, que dis-je, nous Africains, et vous avez beaucoup côtoyé les Africains, on s'interroge comment ces flux financiers, on s'interroge sur ces flux financiers, comment est-ce qu'ils arrivent quand même à échapper au contrôle au niveau de la régulation? Bachir, non, ce qui m'intéresse, c'est de répondre à ce qui vient d'être dit avant. Oui. Et moi, je vais vous apporter les réponses aux questions qu'on a posées. Oui. Je vais vous démonter l'opération que notre ami Mourad a déjà commencé à esquisser. Mais tout d'abord, je voudrais bien être compris. Pour moi, la corruption et l'évasion fiscale, c'est un crime contre le peuple. Et je suis comme en Chine pour la peine de mort. Et je suis comme en Russie pour le goulag. Contrairement à ce que Tarek nous a dit, lorsque certains capitalistes dépassent les bornes, par exemple, nous avons le milliardaire Khodorkovsky, il a fini au goulag lorsqu'il a essayé de vendre le pétrole russe à ExxonMobil, et encore maintenant, on continue à poursuivre. Il y a 4 grandes opérations qui sont des montages médiatiques. C'est Wikileaks, LuxLeaks au Luxembourg, c'est les Pandora Papers et les Panama Papers. Qu'est-ce que c'est cette opération? C'est une manipulation des vitrines légales de la CIA, de la presse, pour faire croire à une opération vertueuse. Qu'est-ce qui est manipulé? Ce n'est pas 99% des cas qui sont dévoilés. Ceux-là sont exacts. Ce sont des fraudeurs fiscaux. Par exemple, en Belgique, on vient avec ici les Panama Papers, on vient d'identifier 1 millier de grands fraudeurs. Il y a une des plus grandes fortunes belges, c'est la famille Boel. C'est une famille historiquement liée à la monarchie belge. Eh bien, celui qui gérait le trust de la famille vient de démissionner. Il a été pris la main dans le sac. Mais au milieu de ces affaires, on vous met quelques cas qui sont totalement faux. Par exemple, dans Wikileaks, Assange, comme après Louis Snowden, il a été manipulé. Assange, il nous a expliqué en 2010 que Kadhafi avait une immense fortune en milliards de dollars. C'était en réalité les fonds souverains appartenant à l'État libyen. Ceux-ci ont été confisqués par l'ONU en 2011. Ils n'ont toujours pas été restitués. On parle de plus de 1000 milliards de dollars. Qu'est-ce qui est aujourd'hui, notre ami Mourad a expliqué, quelle est la cible principale des Pandora Papers? C'est Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, derrière lui, qui a-t-il? Il y a un journaliste qui vient d'être désigné comme prix Nobel de la paix. Il s'appelle Moratov, pardon. C'est un journaliste de la Novaya Gazeta qui appartient à Gorbatchev. Eh bien, c'est un associé de Navalny. Navalny qui lui est au goulag pour des escroqueries. On nous a fait croire l'année passée que Poutine avait un palais en... Mais c'était en réalité un hôtel en construction. Ça n'a pas été démenti dans les journaux occidentaux. Qui existe-t-il
depuis ces opérations, il y a actuellement derrière les Pandora Papers un consortium international des journalistes indépendants. Il est soutenu par une ONG qui s'appelle American Public Equity, qui apparaît dans les financiers de Public Equity, la Fondation Rockefeller et l'Open Society Foundation de George Soros. Qui retrouve-t-on derrière Wikileaks, derrière les Panama Papers, derrière les Pandora Papers? On retrouve Soros, qui est l'avocat d'Assange, de Snowden, des journalistes de LuxLeaks, et bien simplement Maître William Bourdon. Qui est Maître William Bourdon? C'est l'associé en France de George Soros, c'est le dirigeant de Sherpa, Transparency International, etc. Mais c'est aussi l'homme qui a monté de toutes pièces les dossiers des biens dits mal acquis contre des États pétro-gaziers. Vous avez vu apparaître dedans, vous avez vu Sassou Nguesso. Qu'est-ce qu'on reproche à Sassou Nguesso? Il y a un volet privé. Ce sont des débordements financiers de ses enfants. Mais qu'est-ce qu'on essaye surtout? Il y a un volet suisse des biens mal acquis. Il est mené par une ONG qui s'appelle Open Eyes, qui s'appelait avant la déclaration de Berne. C'est une ONG de la galaxie George Soros, liée à Maître William Bourdon. Il mène une campagne pour que les ventes de pétrole de la Guinée équatoriale, du Tchad, du Congo-Brazzaville et du Gabon soient soustraits à ces États et confiés à un organisme de l'ONU qui déterminera à qui seront attribués les marchés et l'argent. Voyez ressurgir Sassou Nguesso au milieu de cette affaire, c'est évidemment ce volet qui continue. C'est donc une gigantesque manipulation lorsqu'on connaît les protagonistes, leurs avocats et leurs sources de financement. On en revient une fois de plus à ce que je disais dans la fois précédente. Il n'y a pas de presse indépendante, de journalistes d'investigation indépendants, etc. Il y a ceux qu'on appelle aux États-Unis des prostituées et qu'on appelle en France des journalistes. C'est-à-dire ce sont des gens qui sont au service des appareils bourgeois, des États occidentaux et des services secrets occidentaux. Eh bien, c'est tout ce qui existe. Par contre, lorsque un escroc comme Navalny est présenté comme un chevalier blanc, Navalny a été condamné en Russie pour une escroquerie, pas montée par les Russes, sur plainte de la firme française Yves Rocher. Yves Rocher, bien connu dans les cosmétiques. Yves Rocher, Russie, a été escroqué par les frères Navalny. Navalny a été condamné. De cela, vos journalistes indépendants n'en parlent jamais. C'est cela la réalité de ce montage financier. Moi, je n'ai plus aucun respect pour ce journaliste-là. Les journalistes indépendants, vous les trouvez à Moscou, à Sputnik, vous les trouvez à Russia Today, vous les trouvez à Téhéran, à la télévision d'État. Vous pouvez rire Tarek Mami, mais vous les trouvez à Douala chez Afrique Média. Excusez-moi, je ne veux pas vous couper, Non, cher mais ami, Rick je Mami, reviendrai tout moi, à je l'heure. vous ai pas Mais la interrompu. France indépendance à Moscou, moi, j'irai pas vivre à Moscou pour diriger ma radio. Tarek Mami, c'est votre problème, vous vivez en France, et je m'interroge de savoir ce qu'un Algérien fait au service de l'État français. Très bien. En tout cas, merci. J'ai pas bien entendu. Vous vous interrogez sur? Je m'interroge sur ce que fait un Algérien d'origine au service de l'État français. Dans une émission précédente, vous avez encensé De Gaulle. Luc Michel, en oubliant on aura que le De temps Gaulle pour le était duel. On aura le l'architecte. temps pour le duel. Allez, c'est. Là, je c'est- veux faire c'est- non pas le journaliste, mais c'est- le polémiste. Allez, Parce que messieurs. si vous... Non, mais excusez-moi, Mais- chers collègues. Messieurs. Si vous allez partir sur le origine, je vais commencer par vous dire que vous vous trompez. Et ce n'est pas parce que vous êtes né au Sénégal, en Côte d'Ivoire, que vous avez une qualité ou pas. Vous êtes en train de faire du humour. En tout cas, Grand lieu de naissance. merci Ma- Tarek. Merci Tarek. On va revenir à vous, rassurez-vous. D'ailleurs, votre duel, il sera là dans quelques minutes. Et les téléspectateurs n'attendent que ça. En attendant, avec notre cher réalisateur du jour, Marius Tokam, on va prendre une autre transition, messieurs, pour donner la parole à Gamal Abina. D'Afrique Média, si vous nous rejoignez à l'instant, c'est bien Géopolitique sur la télévision panafricaine. Et bien sûr, c'est une tribune libre à présent, Gamal Abina. Avec vous, on parle de la Turquie qui, selon certaines informations, exploiterait des drones de combat en Éthiopie. Que doit-on savoir de cela?
turcs, 100% turcs cette fois-ci, qui ont été développés par l'industriel turc. Oui. À l'époque, il y avait un partenariat avec d'autres. Je ne sais pas si vous m'entendez, peut-être. Très bien. Vous m'entendez? Très bien, voilà. Donc, il y avait un partenariat avec je crois, les Anglais, il me semble, et puis ça a été arrêté. Et maintenant, les Turcs font leurs propres drones. C'est des drones qui ont de belles qualités, qui ont une belle autonomie, et qui surtout démontrent que les Turcs sont en mesure maintenant d'avoir ce qu'on appelle un complexe militaro-industriel. Alors, il y a le soft power turc avec les films, il y a l'influence turque par l'économie, puisqu'ils investissent beaucoup en Afrique, et puis maintenant, on se rend bien compte que les Turcs proposent d'utiliser le parapluie ultra-moderne que sont les drones de combat, donc des avions soit de surveillance ou de combat, destinés à protéger le territoire ou éventuellement à attaquer des territoires ennemis ou des territoires séparatistes. En l'occurrence, sur la question de l'Éthiopie, c'est la guerre du Tigré qui est en cause. Oui. Les Turcs veulent pérenniser le pouvoir du dirigeant actuel, qui d'ailleurs, rappelons-le, a été démocratiquement élu. C'était encore un problème pour l'Occident, parce qu'évidemment, quand quelqu'un est démocratiquement élu, c'est difficile de dire qu'il a peut-être pas l'aval de son peuple, c'est le cas. L'Éthiopie subit actuellement une énorme campagne de calomnie, quasiment, on peut parler de calomnie. L'ancien prix Nobel de la paix, le président Ahmed Abiy Ahmed, est considéré maintenant comme un radical, et on le dénonce pour des exactions que commettrait son armée. Alors il est possible que ça arrive, évidemment, mais on présente ça comme une forme de méthode de guerre. Avec le soutien maintenant, puisqu'ils ont entamé une offensive pour pacifier la région du Tigré, avec le soutien des Turcs, si c'est avéré, pour l'instant l'information a filtré, mais on n'est pas encore certain que ce soit le cas. Si les Turcs donnent du matériel de haute précision et surtout du matériel de haute technologie en faveur de l'État éthiopien, ils donnent deux signes. Le premier, c'est qu'ils s'engagent littéralement politiquement par rapport à la souveraineté de l'Éthiopie, pour qu'elle préserve ses 9 régions. Et la seconde chose, c'est de dire que les Turcs aujourd'hui sont devenus un vrai partenaire économique et surtout militaire. Et le fait d'avoir des drones, alors il faut savoir que le principe du drone est simple, c'est les Américains qui l'ont consacré au départ, c'est la possibilité de tuer son ennemi sans être tué. C'est un peu une guerre, à mon sens, lâche, puisque la personne ne peut pas s'en défendre, mais il n'en demeure pas moins, que ça permet d'économiser des hommes et surtout de pouvoir surveiller, puisque c'est des drones de surveillance en plus de drones d'attaque, de surveiller les positions ennemies, de pouvoir savoir où ils se situent pour pouvoir les réprimer, pour pouvoir les stopper. Donc les Turcs font montre d'un savoir-faire qui n'est pas ridicule. Aujourd'hui, on s'en rend bien compte. Ils sont capables de développer une industrie automobile. On l'a vu avec la prochaine voiture tout électrique ultra high-tech. Mais ils sont aussi capables de développer des systèmes de défense et d'attaque que sont les drones. Donc les guerres du 21e siècle, on commence à le voir de plus en plus, sont des guerres électroniques évidemment, mais aussi des guerres faites par des robots interposés. Les drones sont le premier pas de ces fameuses guerres par robots. Ça ne veut pas dire qu'elles ne tueront pas les civils. On voit bien ce qui se passe au Pakistan, par exemple, où les drones américains assassinent régulièrement des populations civiles au motif qu'ils poursuivent Al-Qaïda. Mais pour les questions de l'Afrique, ils ne disposaient pas de ce genre de moyens. Il y a quelques rares pays comme l'Algérie qui fabriquent des drones, mais globalement, l'Afrique, ils n'ont pas ces moyens de défense. Les Turcs mettent à disposition de la haute technologie dans le but, effectivement, de pérenniser la sécurité des États. C'est à la fois un signe d'engagement en termes économiques et d'affirmation de la puissance turque qui est en mesure de produire de l'armement de haute technologie, mais surtout, ça démontre que les Turcs, depuis 2016, ont changé un petit peu de fusil d'épaule et vont déporter leur action à destination de certains alliés africains qui sont nouvellement alliés, ce qui démontre là aussi que les cartes sont rebattues et qu'on a une Turquie nouvelle qui montre une certaine forme d'indépendance. Je sais que ce ne sera pas forcément bien vu, puisque beaucoup critiquent la Turquie pour son appartenance à l'OTAN, mais je rappelle, et c'est le plus important de le souligner, cet industriel turc qui a développé ces drones l'a fait en dépit du fait qu'on a refusé d'apporter des systèmes de guidage ou de surveillance qui venaient des pays de l'OTAN. Donc aujourd'hui, la Turquie veut démontrer qu'elle est en mesure de pouvoir prendre une certaine distanciation par rapport à la politique de l'OTAN. Très bien. Voilà donc qui est dit. Alors certainement, peut-être en un ou deux mots, est-ce que la Turquie joue franc jeu quand on sait quand même que c'est un pays membre de l'OTAN, naturellement allié des États-Unis, et les États-Unis qui sont pourtant contre Abiy Ahmed depuis le début de cette guerre au Tigré. Vous faites bien de souligner qu'effectivement les Turcs commencent à... Il ne faut pas qu'ils jouent franc jeu, personne ne joue franc jeu. Dans les relations internationales, on joue intérêt personnel et intérêt convergent. Je prends un exemple très concret, la France vient de se faire souffler le gâteau d'un contrat record de vente de sous-marins auprès d'Australie parce que la pression des anglo-saxons a disqualifié la France. Les pays, on l'a vu avec l'affaire du Covid où ils se sont volés entre eux des masques,
Il n'y a pas de bloc monolithique. Et la Turquie donne encore plus le sentiment que ce n'est pas un bloc monolithique. Ça reste un pays oriental, il n'y a que 10% du territoire de l'autre côté du Bosphore qui est donc, on dira, européen, encore c'est vite dit. La Turquie est en bisbille avec la Grèce, et la Grèce qui est, je rappelle, quand même membre de l'Union européenne. La Turquie veut montrer une indépendance parce qu'il y a encore ce rêve de l'ancien califat turc qu'ils ont perdu au siècle dernier, rappelons-le quand même, c'est les années 20 la perte du califat turc. Donc la Turquie veut montrer qu'elle est capable de pouvoir prendre des décisions par elle-même. Ensuite, avec la tentative de coup d'État du 15 juillet 2016 qu'a essuyé M. Erdogan, évidemment, il l'a mauvaise. Hein. Il se rend bien compte en disant que c'est les Goulen, que soi-disant, il a été un instrument intéressant pour l'Occident et qu'on a voulu sa peau. Ça lui a rappelé la question de Saddam Hussein, qui dans les années 80 était le parfait instrument de l'Occident contre l'Iran. Et après, on se débarrasse de l'instrument, on casse l'appareil militaire irakien, on l'a fait avec quand même 34 nations, c'est pas rien, et on réduit le territoire à l'âge de pierre, ce que malheureusement les Irakiens ont subi, puisque James Baker à l'époque a dit « nous vous ramènerons à l'âge de pierre ». Donc le programme était clair, ils ont failli faire la même chose pour les Turcs, il y a eu quand même 200 morts pendant cette tentative de coup d'État, et ça a complètement, sur la plan psychologique, changé la vision de Erdogan. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas membre de l'OTAN, il garde un pied dans l'OTAN et c'est confortable, mais surtout ça veut dire qu'il a dit « je vais m'autonomiser après tout ». L'Europe ne voulait pas de moi, en dépit de l'accord d'association de 57. Après tout, l'Orient me rapporte beaucoup d'argent, puisqu'il travaille beaucoup avec les pays, avec l'Irak, avec l'Iran, avec beaucoup de pays de l'Est. Étonnamment, quand même, la Turquie, c'était le bras armé de l'OTAN face à la Russie. Aujourd'hui, l'Union soviétique n'existe plus, mais le partenaire russe existe. Alors, évidemment, il ne faut pas dire il y a des gens honnêtes ou sincères, ce n'est pas le but. Le but, c'est quoi? C'est que Erdogan travaille pour l'intérêt de son pays. Alors, si l'intérêt de son pays ne va pas dans le sens des Américains, eh ben, elle prend sa décision. Et effectivement, comme vous l'avez souligné, les États-Unis sont contre l'Éthiopie actuellement, alors que c'était un grand allié stratégique il y a encore quelques années. La Turquie a décidé de faire une sorte de faux bond aux États-Unis parce qu'elle défend ses intérêts bien compris. Donc chacun travaille pour sa sauce. Je ne sais pas si la phrase d'ailleurs de se dire que les États n'ont pas d'amis mais que les intérêts, on peut la prêter à De Gaulle, puisque c'est à De Gaulle qu'on l'attribue, ou encore un illustre prédécesseur. Mais dans tous les cas de figure, cette phrase a du sens aujourd'hui et a plus de sens que jamais. Ne perdons jamais de vue, encore une fois, je le répète toujours, chacun roule pour sa bosse. Les alliances ne sont que de circonstances stratégiques. Merci, Rappelons Gamal. quand même que les Européens se sont détruits, à 60 millions d'individus sont morts pour des questions d'intérêt. Donc ne perdez pas ça de vue. Allez, merci Gamal. En tout cas, donc, dans les relations donc, entre les États, excusez-moi, je vais devoir les intérêts vous dire au priment revoir. sur l'amitié. Merci en tout cas. Alors, Mourad El Khattab, la parole est à vous. Et avec vous, nous parlons des biens mal acquis. Alors, BMA, comme c'est devenu le sigle aujourd'hui, un complot de la France contre les dirigeants africains. Comment vous expliquez tout ça? Excusez-moi, Oui. je peux vous interrompre un instant? Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Mourad Je El vais devoir Khattab. vous quitter. Excusez-moi, je vais devoir vous quitter. Sincèrement, je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais il y a la manifestation, donc je vais devoir partir maintenant. Je vous remercie pour l'invitation et je vous dis à très prochainement. Allez, à très prochainement, Gamal. Il n'y a pas de problème, on se retrouve. Alors, Mourad, c'est à vous la parole. Je vous rejoins à la manif. Je vous rejoindrai à la manifestation, cher Gamal. Si vous me permettez en introduction, vous m'entendez? Oui, c'est très bien, Mourad, on vous écoute. Voilà, juste pour me permettre en introduction, pour reprendre le propos de tout à l'heure, quand Luc Michel a fait un parallèle avec ce qu'il a dit sur Kadhafi et Poutine, par rapport à l'atteinte qu'on tentait de leur faire, je peux dire la même chose sur celle qui vise le président Obiang, où il est volontairement confondu et délibérément les fortunes personnelles et les fortunes étatiques pour légitimer la démolition contre son État. Voilà, ça, je tenais absolument à le dire parce que c'est très important. Et par ailleurs, comme vous le savez, j'ai écrit 2 ouvrages sur Vladimir Poutine et un autre est à apparaître prochainement en collaboration avec un ami géopolitologue, M. Corneille, sur la subversion par rapport à l'affaire Navalny, et celui qui est paru aussi sur la Libye, où j'explicite la géopolitique du pétrole qui a amené à la destruction de son pays. Alors, pour en revenir au sujet qui nous intéresse, et je vous remercie 1000 fois d'avoir eu la délicatesse de m'inviter dans ce cadre. Me donnez-vous la parole, cher journaliste. Le thème du livre, qui va paraître prochainement, où je traite des biens mal acquis, c'est la démolition finale de la France-Afrique par le mondialisme. Il y a une démolition qui vise aujourd'hui spécialement 3 pays, que sont la Guinée équatoriale et le Congo-Brazzaville. L'idée principale, je vais le faire en plusieurs parties, puisque vous me donnez la parole et je vous en remercie pour ce faire,
L'idée principale ici, c'est aujourd'hui la France qui se saborde dans l'Afrique. Parce qu'en vérité, la France est aujourd'hui un État détourné. Je vais vous faire une légère digression en introduction. Emmanuel Macron est un chef d'État faible dans le sens où il comprend très peu les enjeux géopolitiques. Je vous renvoie, et ce n'est pas moi qui le dis, aux propos du président qui l'a précédé, M. François Hollande, ou dans un livre où il a échangé avec Gaël Tchakaloff, le livre s'appelle Tant qu'on est tous les deux, je crois. Elle renvoie un propos de François Hollande qui, lorsqu'il parle d'Emmanuel Macron, il dit que c'est un homme qui ne croit en rien et qui n'a aucune conviction et qu'il est d'une culture très pauvre intellectuelle. En le sens, je crois qu'il a dit cette phrase, il est plus Patrick Bruel que le Panthéon. Bon, vous imaginez les rapports fraternels que ces deux personnes ont entre elles. Deuxième chose, c'est que la France ne comprend absolument plus, puisqu'elle a mis à mal ses réseaux d'influence intellectuelle pour comprendre la réalité de l'Afrique. Et comme l'avait rappelé tout à l'heure Gamel, l'Afrique est considérée arriérée, donc, ainsi que le peuple africain et leurs dirigeants, alors que c'est une civilisation qui a abrité la civilisation égyptienne. Je renvoie pour ce faire aux ouvrages, mais surtout aux pensées de Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga et Asante Kedemolefe, qui, à mon sens, sont les plus grands inspirateurs du courant épistémologique de l'afrocentricité. Et pour ce faire, je sais que je m'adresse à une chaîne panafricaine, donc c'est des mots qui résonnent en vous. Maintenant, je vais aborder le sujet pour lequel j'ai été invité. La France, elle est détournée contre ce propre peuple, et on le voit depuis les Gilets jaunes, et maintenant avec la crise du Covid. Elle est détournée, même dressée à agir contre ses propres intérêts stratégiques, et on va le voir, dans l'occurrence, dans l'affaire des biens mal acquis. L'affaire des biens mal acquis en est l'illustration, mais il faut la comprendre comme une continuité. Pour comprendre cette continuité, il faut comprendre l'histoire autrement qu'à partir d'un prisme manichéen. Et c'est ce qu'a dit tout à l'heure nos trois intervenants. Parce que ce prisme manichéen, c'est justement le mode d'action de la subversion qui veut aujourd'hui détruire aussi bien la France que l'Afrique au bénéfice des mondialistes. Bon, je vous survole un peu la trame de mon livre. Les journalistes et les juges français ne comprennent strictement rien à la guerre économique. Et l'affaire des biens mal acquis en est la conséquence, mais le sujet de fond est double. 1. La guerre économique impitoyable contre la France, qui a été menée par les anglo-américains en Afrique, et plus globalement, le contrôle monopolistique des matières premières stratégiques. Et il y a une aggravation récente, avec le retournement diplomatique de la France par les intérêts anglo-américains après son non à la guerre en Irak de 2003, après laquelle les troubles se répandirent en Afrique équatoriale, notamment en RDC. Et ça a entraîné le plus grand génocide depuis la Seconde Guerre mondiale. Tout le monde l'oublie. Mais les journalistes et les juges français, ils s'en moquent. Et surtout, ce génocide cache la plus grande opération de pillage de notre époque, organisée par un certain nombre de cartels financiers et de firmes multinationales qui ont tous intérêt à ce qu'un État stable ne puisse tenter de réguler ses trafics et d'empêcher son propre pillage. Voilà pourquoi on s'en prend aujourd'hui à ces chefs d'État africains. Le problème est que les beaux esprits qui reprochent tout et son contraire à la France ou à ses alliés locaux, je pense au président Obiang en Guinée, je pense au président Sassou Nguesso, je pense à Ali Bongo, parce qu'ils parlent sans cesse des conséquences et jamais des causes, ces donneurs de leçons. On n'en parle jamais des agresseurs et on reproche tout aux agressés. C'est un procédé typiquement mondialiste, typique de la subversion mondialiste. J'en reviens. Dans un contexte qui prenait la suite d'une guerre occulte déjà initiée durant la guerre froide, et qui a évoqué tout à l'heure Luc Michel, la France, privée de ses alliés en Afrique, en l'absence d'une Russie chancelante, choisit en effet de poursuivre seule un effort de stabilisation en tirant une certaine leçon de son éviction du Rwanda. Il était clair que les cartels anglo-américains ne seraient jamais rassasiés et que les belles paroles n'y changeraient rien. La France n'a pas fait que défendre ses intérêts, elle a défendu, fut-ce un temps aussi, les intérêts africains tant qu'elle a pu. Quand la France est forcée d'abandonner la partie, on voit bien les résultats, spécialement en RDC. Aujourd'hui, parmi les nombreux observateurs critiques
de cette influence française ou du rôle du président Biang, extrêmement peu d'observateurs ont une vision objective et réaliste de ces enjeux. Rien que le différentiel de puissance énorme entre d'un côté les intérêts qui avaient ourdi la démolition et de l'autre côté le morcellement de la région des Grands Lacs contre la France, nommément les États-Unis, la Grande-Bretagne, Israël, les supplétifs locaux. Et de l'autre côté, vous aviez la France et ses alliés locaux qui furent contraints de mener seuls un combat d'arrière-garde. Et pourtant, ce sont les mêmes observateurs qui sont aveugles devant la puissante stratégie, j'ai envie de dire, de soumission de l'ancienne zone d'influence française en Afrique pour la morceler afin de confisquer ses matières premières, qui sont les premiers à se mobiliser derrière l'affaire, en apparence fort noble, soi-disant des biens mal acquis. Mais c'est une expression qui trahit déjà une stratégie d'influence, pénétrant subtilement les esprits, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Pourquoi ça gagne les esprits? Parce que c'est déguisé sous le masque d'un Robin des Bois, volant aux riches pour donner aux pauvres. Sauf que les intérêts puissants et parfaitement identifiables dans l'histoire qui promeuvent cette affaire, qui est en fait d'une déstabilisation subtilement déguisée, n'ont jamais à cœur de donner aux pauvres, loin ils s'en faut. Face à cette escroquerie sentimentale et hontée, et soi-disant bien mal acquis, un effort d'analyse s'avère plus que jamais nécessaire pour comprendre le passé, mais aussi une évolution malsaine aujourd'hui. Avant, la France tenait à bout de bras les restes de sa zone de stabilité, l'ancienne France-Afrique. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Depuis 2007, qu'est-ce qui se passe? C'est la France elle-même qui saborde son ancienne France-Afrique avec une aggravation à chaque nouveau président français. Depuis Nicolas Sarkozy, François Hollande et aujourd'hui Emmanuel Macron. Pourquoi c'est ironique? Aujourd'hui, la France semble renoncer définitivement à défendre ses intérêts stratégiques et ses alliances. Au moment où pourtant, de nouvelles alliances stratégiques, comme l'a rappelé tout à l'heure Gamel, s'ouvrent avec la Chine et la Russie. Dans un contexte nouveau, vous avez une évolution du rapport de force au Moyen-Orient, jusqu'en Afghanistan. On observe un certain basculement de puissance à l'échelle mondiale aujourd'hui. Il devient donc urgent de comprendre notre époque, j'ai presque envie de dire, de récomposition géostratégique. De nouveaux espoirs se dévoilent, et vous l'évoquez souvent dans votre émission, mais de nouveaux risques également. Et plutôt que de comprendre tout cela, la France, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se place du côté des fauteurs de troubles. C'est une nouveauté pour ceux qui ont réellement compris l'histoire, et c'est très négatif à la fois pour la France et pour l'Afrique. C'est pour ça que je me suis attelé à ce travail. Nous l'avons évoqué déjà à la dernière émission. Pour comprendre la stratégie globale de déstabilisation face à l'ancienne Afrique équatoriale française, la fameuse AEF, ses causes historiques jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi la Guinée? Pourquoi le Gabon? Pourquoi le Congo-Brazzaville sont aujourd'hui en première ligne? Parce que l'affaire des biens mal acquis apparaît sous un angle nouveau depuis peu. La Russie et la Chine subissent aujourd'hui les mêmes accusations. Et c'est effectivement, Luc Michel l'a rappelé, et il a tout à fait raison de le dire. Cette affaire des biens mal acquis a été tressée et déclinée à grande échelle, dans le cadre d'une lutte d'influence de dimension mondiale, entre d'un côté les Anglo-Américains, parfois aussi Israël, et de l'autre côté la Chine et la Russie, ainsi que leurs alliés. Alors, la soi-disant accusation de kleptocratie lancée, et je rajouterai une association à celle qu'a déjà évoquée Luc Michel, qui est la Free Russia, j'en ai terminé, oui. La Free Russia Foundation, qui depuis Washington mène des offensives contre la Russie et la Chine, n'est que la version XXL de l'affaire locale en Afrique des soi-disant biens mal acquis. Les biens mal acquis à grande échelle sont devenus le soi-disant assaut des kleptocrates corrompus de Chine et de Russie contre le reste du monde libre et démocratique et merveilleusement vertueux. Alors je vous dis une chose, ce scénario manichéen, c'est typique de la subversion mondialiste, retenez-le, une intention de renversement d'un ordre politique établi, que ce sont ces trois états clés, je répète, la Guinée équatoriale, le Congo-Brazzaville, le Gabon, mais tout ça est subtil parce que c'est camouflé par une soi-disant humanisme de façade. Et c'est en fait une opération de subversion de plus d'une longue liste cohérente de déstabilisation contre la Russie. Et c'est pourquoi cette accusation de kleptocratie, c'est la subversion. Son intention globale, c'est de détruire leur politique établie en Guinée, au Congo-Brazzaville et au Gabon, et de confisquer toute espèce de souveraineté sur les ressources des pays africains. Ça suppose de cibler spécialement ces dirigeants africains car ils sont expérimentés.
Je pense au président Obiang, je pense à Sassou Nguesso, je pense à Ali Bongo. Et c'est au bénéfice de qui? Globalement, de l'alliance entre les puissances monétaires internationales et les cartels bancaires, menés par des financiers internationalistes comme George Soros, mais il y en a d'autres. Dès lors, à grande échelle, la Russie et la Chine sont les premiers visés, ainsi que leurs alliés partout dans ce monde. Ce sont les mêmes raisons pour lesquelles la France-Afrique a été ciblée. Pourtant, aujourd'hui, la situation s'est inversée. La France œuvre contre elle-même, contre ce qui reste de la France-Afrique. Est-ce qu'elle devrait être du côté russo-chinois si elle était cohérente? Donc, je conclurai par ça. Les accusations de la Free Russia Foundation reprochant au président Poutine, Xi Jinping et leurs alliés ont été totalement détruites par des initiés qui ont raconté la réalité. Je vous donne un exemple. John Perkins, qui a raconté le travail des assassins financiers américains qui ont détruit les pays cibles par la corruption et l'endettement, c'est indiscutable aujourd'hui. Les vrais corrupteurs sont du côté anglo-américain. C'est qu'en vérité, l'ancienne expertise française savait, c'est pour protéger sa zone d'influence africaine de cela, et les jeunes États africains vulnérables que la France-Afrique a historiquement eu sa légitimité. Et c'est pourquoi je vous donne une information inédite. Avec un groupe d'amis, depuis le mois de février, nous réfléchissons à mon éventuelle candidature à la présidence de la République française. Je suis encore en train de chercher des fonds pour pouvoir y aller, parce que je veux rétablir cette relation de confiance entre la France et l'Afrique, ainsi qu'avec la France et la Russie et la Chine, et voire avec une certaine partie des patriotes américains. Voilà. Voilà, merci pour cette exclusivité Afrique Média et donc Mourad El-Khattab qui se projette à la magistrature suprême. En tout cas, c'est en réflexion. Merci infiniment. Mourad, il faut tout simplement noter une chose. Nos téléspectateurs nous interrogent sur comment trouver vos ouvrages. Une réponse en 30 secondes? Simplement dans toutes les bonnes librairies de France et de Navarre, aux éditions Éric Bonnier, Saïf el-Islam Kadhafi, un rêve d'avenir pour la Libye. Oui. Aux éditions Perspective Livre, Vladimir Poutine, le nouveau De Gaulle. Il y a 2 livres qui vont sortir coup sur coup aux éditions Patrick Pazin concernant la subversion par rapport à Navalny. Et le prochain qui sort début novembre, Emmanuel Macron, l'agent zélé du mondialisme, où j'explicite comment la France, de manière exclusive, je l'ai fait avec vous aujourd'hui, a perdu cette influence internationale et qui pouvait jouer un rôle clé justement dans des bonnes relations diplomatiques pour ce faire. Voilà. Très bien. Merci à vous, Mourad El-Khattab. C'est l'heure du duel après cette transition. Le duel qui oppose Luc Michel à, bien sûr, à Tarek Mani ce dimanche porte sur le groupe Wagner. Messieurs, voici la question. Une société imaginaire ou tout simplement une représentation de l'État russe? La parole est à vous, Tarek Mani, et le chrono, il est lancé. Alors, pour mettre les points sur les i, moi, ma source d'inspiration et de réflexion quand je lis l'histoire, c'est ça. Pour les téléspectateurs, ma source, c'est Ibn Khaldoun, l'introduction aux sciences d'histoire. Ibn Khaldoun, il n'est ni russe, ni européen, il est africain, maghrébin, et c'est lui le créateur de la théorie des cycles en histoire. Un pays, c'est comme un homme, il naît, il grandit, il vit, il disparaît. Et donc, c'est ma vision du monde quand je parle de la France, de la Russie et d'ailleurs. Pour cette société est Wagner est le bras armé de l'État russe. Et en soi, ce n'est ni critiquable, ni à rejeter. J'avais dit la semaine dernière que pour moi, il revient aux Maliens de choisir avec qui ils travaillent pour défendre, encore une fois, leurs intérêts et leur pays. Mais qu'on ne vienne pas me dire que la société Wagner n'est pas faite de mercenaires, parce que pour moi, ce sont des mercenaires. Si ce n'était pas de mercenaires, ce serait l'armée russe qui débarquerait elle-même, comme elle l'a fait en Syrie, à la demande des présidents syriens. Elle pourrait le faire au Mali à la demande des présidents ou des premiers ministres maliens, et donc régler le problème. Donc, mettre une feuille de vigne sur Wagner
qui ne serait pas en lien avec l'État, pour moi, c'est de l'ordre du ridicule. D'ailleurs, c'est le ministre des Affaires étrangères russe qui l'avait dit il y a 15 jours, juste après notre débat, que cette société représente donc, agit à l'extérieur avec l'accord de l'État russe. Donc, je dis, Wagner est une société paramilitaire russe qui agit dans l'intérêt de son pays et c'est son droit. Et cette intervention et cette société est composée d'anciens soldats ou d'autres personnes entraînées aux arts de la guerre, et donc ce sont des mercenaires payés par les États et qui rendent service à leur propre État, la Russie. La grande différence avec les anciens mercenaires, Bob Denard et autres belges et français, c'est que les anciens mercenaires partaient de leur propre initiative pour servir des intérêts tiers. Aujourd'hui, Wagner part directement pour servir les intérêts de l'État russe. Et encore une fois, je n'ai rien contre les intérêts de l'État russe, mais un mercenaire reste un mercenaire. S'il n'était pas, il porterait la tenue officielle de l'armée de son pays. Voilà qui est dit, et le chrono il s'arrête pour Tarek Mami. Luc Michel, comment vous répondez à cette question? Groupe Wagner, une société imaginaire ou une représentation de l'État russe? Il nous lit du Wikipédia et il nous fait la propagande du State Department et du Quai d'Orsay. Vous savez, je connais très bien le dossier. Sinon, je vais arrêter là. Écoutez, on va arrêter. Moi, je n'admets pas qu'on je vous attaque interrompez continuellement. Je ne lis pas Wikipédia. Et j'ai pas besoin de Wikipédia. Non. Tarek Mani. Non, il y a des gens. Tarek Mani, je vais vous redonner la parole tout à l'heure, rassurez-vous. Je vais vous redonner la parole tout à l'heure. Luc Michel, vous poursuivez. Oui, mais ne me décomptez pas mon temps de parole alors qu'on vient de me retirer une minute. Monsieur Michel, allez-y. Nous prenons en compte, bien sûr, cette interruption. Allez-y. Bon, je connais très bien le dossier puisque moi-même, je suis accusé d'être un des propagandistes du groupe Wagner. Le groupe Wagner n'existe pas. C'est une construction médiatique. Ce qui existe, c'est 11 compagnies de sécurité russes. Wagner n'existe pas. Lavrov a bien précisé dans sa conférence de presse à New York, il y a 2 semaines, les firmes de sécurité. Et hier, nous avions encore RFI qui faisait un podcast. Il illustrait son reportage sur le groupe Wagner avec des photos. Les premières photos, c'était les paramilitaires russes en Centrafrique. C'était le groupe CEMOA Security. On le voyait à leurs écussons. La deuxième image, c'était soi-disant la livraison d'armes par Wagner à Bamako. C'était des officiers en uniforme officiel des forces spéciales de l'armée russe. Tout démarre il y a 1 an. Il y a un livre qui est édité par la Free Russia Foundation, dont nous a parlé Morin. C'est un livre qui s'appelle De Compagnie UKIP. Il est sous-titré Les opérations d'influence d'Eugénie Prigozhin en Afrique. Je le connais bien puisqu'un chapitre m'est personnellement consacré. Je suis présenté comme un agent d'influence médiatique de Wagner et vous devez le savoir, l'Afrique Média est présenté comme au service du groupe Wagner. En réalité, ce groupe n'existe pas. On décline en anglais ce livre dans toutes les possibilités. Dans certains articles, je suis présenté comme un méchant sorti des films de James Bond et Eugénie Prigozhin, un ami de Poutine, comme un ancien gangster. À partir du mois de décembre de cette année, les Français tentent le coup d'État contre Touadéra en Centrafrique et ils échouent. Et à ce moment-là, ils reprennent contre les Russes qui viennent d'écraser les putschistes, ils reprennent la propagande américaine. Depuis, il y a un rapport du Pentagone qui est sorti. Le rapport du Pentagone, il dit de nouveau que je suis un des 5 agents d'influence de la Russie en Afrique, mais le ton a changé. Dans le livre, on dit que nous sommes des agents, Afrique Medja et moi-même, stipendiés de Moscou, mais dans le rapport du Pentagone, on dit que nous sommes des entrepreneurs d'influence indépendants. Luc, je reviens à vous. Permettez cette interruption, le temps pour Tarek de réagir et vous allez conclure rapidement. Tarek. Chez mon père, chez ma mère, à la maison et à l'école, qu'un débat est d'abord fait de courtoisie et d'échange et pas d'attaque personnelle. Alors tout à l'heure, j'ai été traité que fait l'Algérien
en France pour des régimes radio. Alors, je vais vous donner un scoop, monsieur Luc, parce que là, je ne parlais pas de Wagner. Je ne suis pas algérien, je ne suis pas d'origine algérienne, et si je l'avais été, j'en serais fier et honoré. Et donc, avant de lire Wikipédia sur mon nom ou sur mes activités, allez voir qui est qui, et vous allez trouver, si vous cherchez les origines comme M. Zemmour, vous allez trouver mon origine. Deuxième chose, quand je viens participer à ce genre d'émission, ma première source n'est pas Wikipédia. Ma première source, c'est une lecture diverse, de divers en anglais, en français, en arabe, pour essayer de me faire une idée du sujet sur lequel j'arrive. Troisième chose, que vous n'avez pas pris en considération parce que vous êtes, et je vais parler comme vous, vous m'excuserez et je me demande surtout aux téléspectateurs de m'excuser, vous êtes dans votre propre délire et quand quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, eh ben vous montez sur vos chevaux et vous balancez des phrases. Donc je ferai ça, c'est une exception, c'est une première et c'est une dernière. Vous n'avez pas pris en considération, je vous ai dit, moi, ma vision de l'histoire repose sur la vision d'un grand homme africain, tunisien, maghrébin Ibn Khaldoun, qui a créé la théorie de l'histoire, la théorie des cycles dans l'histoire. Et donc, mon analyse, à tort ou à raison, repose sur cette vision et non pas sur celle de De Gaulle ou de Richelieu ou de je ne sais pas qui encore. Et donc, je vous dis que la société s'appelle officiellement Wagner ou André ou France ou Poutine n'a aucune espèce d'importance. Est-ce qu'il y a bien des sociétés, une société russe, paramilitaire, qui ne peut intervenir nulle part sans l'accord de M. Poutine? Est-ce que vous pensez que ces paramilitaires peuvent prendre leurs avions et débarquer au Mali pour faire un travail sans l'accord préalable de Poutine? Moi, je vous dis que non. Cette façon de faire, c'était la façon de faire de mercenaires à la Bob Denard qui servait plusieurs intérêts, des fois les intérêts de la France, des fois les intérêts d'un dictateur. Et donc, dans ces débats, ce que je vous dis, c'est que l'essentiel, il y a des personnes qui ne sont pas, il reste 30 secondes, ne vous inquiétez pas, je suis directeur de radio, donc l'horloge est mon œil à chaque seconde. Sur les 24 secondes, je vous dis, il y a des paramilitaires, des gens qui viennent, qui ne portent pas l'habit officiel de l'armée russe, qui interviennent pour servir et leur propre intérêt de mercenaires, je dis trois fois mercenaires, mais aussi les intérêts de l'État qui les commande. Et je vous remercie, chers collègues journalistes, pour m'avoir cette deuxième. Et je vais vous souhaiter une... Merci à Tarek et Luc Michel, donc, qui prend la parole pour conclure. 3 minutes. Par une citation. Luc Michel. Est-ce que je peux conclure par une citation? Je suis amusé de voir quelqu'un qui m'a interrompu 5 fois pendant que je parlais, parler de courtoisie. Maintenant, je vais être clair et net. Qu'est-ce que ce sont les firmes paramilitaires russes? C'est la réponse du grand état-major russe à la privatisation occidentale de la guerre, les Blackwaters et compagnie, lancée pendant les guerres de Yougoslavie, d'Irak et d'Afghanistan. En 2013, la Russie y réfléchit et elle crée justement les firmes paramilitaires. Tarek Mami nous a dit en Syrie, l'armée russe est intervenue et pas non, justement. En 2013, 2014, 2015, ce sont les paramilitaires. L'armée russe n'intervient qu'en 2015. Que font ces firmes paramilitaires? Ce sont des spécialistes, pas des voyous comme les Occidentaux, pas des guignolos, des anciens légionnaires, des violeurs d'enfants, etc. Ce sont des professionnels conseillers en sécurité, comme notre ami Ivanov à Bangui, et ce sont des gens qui préparent le terrain, justement, à l'intervention de l'armée russe. Pour parler de Bangui, avant-hier, justement, Alexandre Ivanov a été reçu par le Parlement de Bangui, par la totalité des députés qui lui ont remis une lettre de félicitations disant le merci de tous les députés et du peuple centrafricain aux paramilitaires russes. Que Tarek Mami les traite de mercenaires, de Bob Denard et compagnie, les Africains ont rectifié d'eux-mêmes. Les héros de la Nouvelle-Afrique, au Mali, en Centrafrique et ailleurs, ce sont les paramilitaires de la Fédération de Russie, appuyés d'ailleurs par l'aviation de leur pays. Je vous rappelle que quand on a étouffé le putsch de Bozizé, quand on a écrasé à la frontière du Cameroun
le groupuscule Front de libération du Cameroun. C'est l'aviation russe intervenue depuis Khartoum qui est intervenue. Quand les paramilitaires russes arrêtent les Turcs devant Sirte et Al-Joufra, c'est l'aviation militaire russe venue d'Eminem en Syrie. C'est cela qu'il faut retenir. Il faut arrêter l'angéline. Lorsqu'un adversaire veut mener une forme de guerre, on y répond par une meilleure guerre. Cette guerre, c'est la guerre hybride russe. Au cœur de la guerre hybride russe, il y a des acteurs non étatiques, dont les firmes paramilitaires. Ils ont l'équivalent dans la guerre hybride iranienne d'ailleurs. Ce sont les milices États, comme le Hezbollah, Ansarallah et compagnie. Et moi, je ne vous cache pas, on m'a accusé d'être un propagandiste du Bloc Wagner. Je serais fier d'appartenir et de combattre à côté des camarades russes. Je peux rajouter une chose? Me permettez-vous d'intervenir? Et pour terminer en beauté, messieurs, je veux me faire votre porte-parole au risque de retourner, de relancer le débat. Merci en tout cas à vous deux. Un très bon vent à notre cher directeur de Radio France Maghreb 2, Tariq Mami, qui est toujours avec nous, Luc Michel également, Gamal Abina qui était là, notre spécialiste du Maghreb, et bien sûr Morad El Khattab, qui nous a donné une exclusivité. Il se prépare, en tout cas, il se projette à candidater vers la magistrature suprême. On lui souhaite tout ce qu'il y a de bien dans ce sens-là. Merci à vous, messieurs, de vous être prêtés à cette autre édition des Géopolitique Internationale. Un grand merci à toute l'équipe technique autour de Jérôme Bossama. On se retrouve donc très très bientôt sur les antennes d'Afrique Média, la télévision panafricaine.